Un des traits les plus frappants de la pensée de Marx, c'est que ce n'est pas une théorie abstraite de la justice. Ce n'est pas une théorie qui nous dit que la société communiste serait plus juste et qu'il faut dès lors que nous avons une obligation morale, une obligation en termes de justice, de transformer la société pour qu'elle soit moins capitaliste et plus communiste. Son discours n'est pas le discours normatif, n'est pas le discours moralisateur du devoir-être, à la grande différence des théories classiques de la justice qui, justement, mettent en avant un jugement quant au caractère injuste, inéquitable des sociétés actuelles. Certes, donc on l'a vu, Marx a une critique du fait que les sociétés capitalistes reposent sur l'exploitation des travailleurs, et donc que ça a effectivement quelque chose de fondamentalement inégalitaire. Mais tout le moteur de son raisonnement n'est pas d'essayer de changer la perception des gens, n'est pas d'essayer de convaincre les individus que l'organisation sociale n'est pas légitime et qu'il faut la changer au nom de principes de justice. Non, ce n'est pas grâce à une plus grande moralité des individus, au fait que les capitalistes se rendraient compte que ce qu'ils font est injuste, qu'ils traitent de manière inéquitable les travailleurs et que dès lors ils accepteraient de donner des salaires plus élevés. Non, ce n'est pas par la conviction, ce n'est pas par les idées, ce n'est pas par le débat d'idées fondamentalement que Marx espère que les choses changent. Non, il est quelque part beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus confiant. Il pense que sa théorie a un fondement fondamentalement scientifique, fondamentalement déterministe. En fait, il pense que sa théorie est un matérialisme historique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il inscrit en fait son raisonnement dans l'héritage d'Hegel, dans l'héritage d'une philosophie de l'histoire. Rappelez-vous l'introduction, nous avons vu que Hegel nous proposait une raison dialectique. Donc, selon Hegel, la raison évolue au cours de l'histoire, de figure en figure, se développe, se réalise progressivement dans l'histoire, et chaque étape est finalement l'étape nécessaire, le préalable nécessaire à l'étape suivante. Et ce n'est pas simplement par l'action des hommes, c'est par une nécessité historique que les différentes étapes, les différents modes d'organisation de la société se succèdent. Eh bien, c'est la même chose pour Marx. Il pense que le passage d'un type d'organisation sociale à l'autre est un passage nécessaire, qu'il y a une nécessité historique, une logique historique à l'œuvre qui explique la succession des modèles sociaux. Dès lors, le capitalisme, pour Marx, n'est pas tant un mauvais système politique, n'est pas tant un mauvais système social. C'est quelque part un moment même nécessaire. C'est un système social qui est nécessaire, qui fait partie du développement historique vers l'aboutissement de l'histoire qu'est la société communiste. De la même manière que la transition socialiste, c'est ce moment de transition où l'État est fort, où l'État est le possesseur des moyens de production, où l'État détermine ce qui doit être produit économiquement. Donc ce moment de transition socialiste est un moment nécessaire qui va succéder à la phase capitaliste, mais encore un moment préalable vers l'étape finale qu'est la société communiste. Donc il ne nous dit pas qu'il y a un modèle qui est fondamentalement plus juste et qu'il ne se bat pas sur le plan des idées, sur le plan de la conviction morale. Il entend faire œuvre scientifique, faire œuvre historique et expliquer ce qui serait absolument nécessaire comme succession des modèles sociaux. Le communisme et le capitalisme ne sont dès lors pas des opposés, mais le capitalisme est l'étape nécessaire vers la réalisation du communisme. Et pour comprendre le raisonnement de Marx, on peut essayer de mettre en évidence comment c'est en fait le capitalisme lui-même, sa radicalisation, lorsque le capitalisme va au bout de sa logique, c'est cela même qui va permettre de créer les conditions du passage au socialisme et puis au communisme. Et il y aurait donc en fait quelque chose comme une logique autocontradictoire au sein du capitalisme, une logique qui pousserait à son propre dépassement. Et il ne s'agirait dès lors pas de nuancer le capitalisme, mais d'aller au contraire jusqu'au bout de sa logique, jusqu'au bout de sa dynamique, pour permettre le dépassement du capitalisme dans le socialisme et le communisme. Eh bien, pensez justement à cette tension sur le plan social, à cette appropriation de plus en plus forte des moyens de production par les capitalistes. S'ils ont tout le profit, ils vont devenir de plus en plus riches, ils vont pouvoir accumuler de plus en plus de richesses, de moyens de production, ils vont être dans une situation où les travailleurs seront de plus en plus dépendants, où la tension sociale sera peut-être de plus en plus forte. Et bien justement, quelque part, c'est ce que Marx, je vais le dire de manière un peu provocante, mais c'est ce qu'il souhaite. Parce que je l'ai dit tout à l'heure,
dans une capsule précédente, ce qui peut amener un changement du rapport de force. C'est soit l'union des travailleurs qui vont permettre de se défendre et de renverser le monopole, mais pour qu'on arrive à cette union, soit il faut qu'il y ait une situation d'abondance telle qui permette aux travailleurs, ou en tout cas un niveau de satisfaction des besoins fondamentaux qui permet aux travailleurs de prendre des risques, qui permet aux travailleurs de dire « je fais grève, je ne vais pas travailler parce que je sais que j'ai une petite réserve, je sais que je peux me permettre d'entrer dans un conflit, que la montre ne joue pas nécessairement contre moi parce que mes enfants ont faim, parce que je dois être sûr que tout le monde puisse manger. Non, je peux me permettre de rentrer dans un conflit, d'arrêter de travailler parce que j'aurai suffisamment de réserves, que ce soit par mes économies, que ce soit par un soutien social, mais donc j'aurai suffisamment de réserves pour pouvoir rentrer dans le rapport de force. Ou bien alors, il faut que je sois complètement désespéré. Il faut que je sois dans une situation où je suis dans un tel état de pauvreté, un tel état de précarité, que j'ai l'impression que rien ne va pouvoir, qu'accepter le salaire que l'on me donne, de toute façon ne me permettra pas de nourrir mes enfants, ne me permettra pas de subvenir à mes propres besoins et à ceux de mes proches. Et si je suis à ce point désespéré, si je suis dans une situation à ce point de radicalité des conflits sociaux, eh bien alors, j'oserais risquer ma vie. Pensez par exemple, pour illustrer cette logique, aux printemps arabes qui ont animé les pays arabes il y a 5 à 10 ans maintenant. Et l'élément qui a mis le feu aux poudres, l'expression est peut-être malheureuse en l'occurrence, c'est un marchand clandestin sur les marchés, donc qui vendait des montres, des babioles, etc. au marché noir, et qui a été arrêté par la police qui lui a confisqué son stock. Et ce marchand ambulant était à ce point désespéré qu'il s'est immolé. Il était à ce point désespéré qu'il n'avait plus rien à perdre, en ce compris la vie. Parce que sans son stock, il savait qu'il n'aurait plus les moyens de subvenir même minimalement à ses besoins et à ceux de ses proches. C'est ce signe de désespoir ultime, qui est finalement le sacrifice symbolique de sa vie dans un geste de protestation, qui a été l'élément déclencheur de la révolution arabe. Et c'est exactement l'idée de Marx. C'est au moment où on n'aura plus rien à perdre que l'on osera prendre des risques. C'est au moment où on n'aura plus rien à perdre que l'on pourra rentrer dans un rapport de force, que l'on pourra essayer de lutter ensemble, que les travailleurs cesseront de se considérer comme étant des concurrents les uns par rapport aux autres pour avoir accès aux jobs disponibles, mais qu'au contraire, ils décideront de faire bloc ensemble, qu'ils décideront de s'unir pour rentrer dans le rapport de force avec les capitalistes et de montrer aux capitalistes qu'eux aussi sont dépendants des travailleurs, que sans les travailleurs, à quoi vont leur servir leurs bateaux, sans leurs bras, sans leurs forces, comment est-ce que les marchandises sortiront des bateaux. Et donc, c'est la radicalisation du conflit social qui va favoriser le renforcement de l'État bourgeois et l'édification de la société communiste. Mais de même, on peut faire le même type de raisonnement, même s'il est moins orthodoxe d'un point de vue marxiste, sur le plan économique. La recherche d'efficacité sans cesse accrue va permettre une concentration des moyens de production dans les mains d'un nombre de plus en plus réduit d'entreprises. C'est la logique de fusion et d'acquisition qui font qu'on passe d'une société qui, selon la théorie libérale, est caractérisée par une multiplicité de petits producteurs qui produisent tous normalement des biens qui sont interchangeables les uns avec les autres, donc avec une forte concurrence du côté des producteurs, puisqu'ils produisent les mêmes biens, eh bien, le système, chaque fois qu'il y a une entreprise qui parvient à s'accaparer un peu plus de profit, elle va grandir, elle va avoir une capacité d'être de plus en plus productive, d'avoir des rendements d'échelle croissants, etc., et va, au fur et à mesure, pouvoir racheter ses concurrents. On va passer d'une organisation économique libérale, caractérisée donc par la multiplicité de petits producteurs en concurrence, à une société davantage capitaliste, caractérisée par le fait qu'il y a quelques gros producteurs qui sont en situation de monopole ou d'oligopole. Vous verrez ces notions dans vos cours d'économie, mais donc une situation de monopole, c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul producteur sur un marché. Une situation d'oligopole, c'est quand il n'y a que quelques producteurs qui produisent donc un bien particulier sur un marché, et que comme ils sont les seuls producteurs, ou ils sont que quelques-uns et qu'ils peuvent s'entendre entre eux, ils ont la capacité non plus d'être en concurrence, mais de fixer le prix qu'ils souhaitent sur le marché.
Mais donc, dynamique de fusion et d'acquisition, dynamique de concentration de plus en plus forte des moyens de production dans quelques mains, qui d'ailleurs est assez exemplative de l'évolution de nos systèmes économiques et qui va permettre d'avoir donc des positions dominantes sur le marché. Si en plus on imagine que ces grandes multinationales que nous connaissons, en fait reposent sur des actionnaires qui sont diffusés dans le public, où chacun peut devenir quelque part, lui aussi un capitaliste, lui aussi un petit propriétaire, en acquérant des actions, que ce soit directement ou que ce soit à travers des fonds de pension, on a quelque part l'émergence de monopoles, d'oligopoles privés qui possèdent les moyens de production, mais en fait à travers eux, c'est tous, chacun d'entre nous, qui pouvons avoir accès à une part de la possession des moyens de production. L'étape suivante, l'étape qui serait alors nécessaire pour passer réellement à une société communiste, c'est la nationalisation, donc l'étatisation, à une société socialiste, c'est la nationalisation, l'acquisition par l'État, par exemple au lendemain d'une crise économique, d'une crise financière, de ces sociétés en situation de monopole, en situation d'oligopole. Et donc la concentration des moyens de production dans les mains privées serait donc un préalable à une forme de passage au socialisme, une forme d'étatisation des moyens de production. Mais en tout cas, sans même parler de cette dernière étape, simplement ce glissement d'une société libérale au départ vers une société capitaliste, donc je rappelle, la société libérale, la conception libérale du marché est une conception caractérisée par une multiplicité de petits propriétaires, vers une société capitaliste où ces petits propriétaires sont rachetés progressivement et ne forment plus qu'une grande entreprise, eh bien c'est exactement ce genre de dynamique que Marx met à l'œuvre. Montrer que parce que les marchés ne sont pas des marchés de concurrence pure et parfaite, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire un peu de profit, qui va mieux s'en sortir que son concurrent, et qu'avec ce profit, il va être en mesure de racheter les entreprises concurrentes, on voit bien comment la moindre imperfection de marché crée finalement une dynamique qui va glisser du libéralisme vers le capitalisme. Et c'est cette dynamique interne au système économique qui ensuite, aux yeux de Marx, exprime la nécessité historique d'un dépassement d'un modèle vers un autre et devrait conduire vers le socialisme et puis le communisme. Non pas au nom d'exigences de justice, non pas parce qu'on aurait convaincu les êtres humains que c'est plus juste, mais parce que c'est une nécessité inhérente, une logique propre au développement historique de nos interactions politiques et économiques.